Je suis Alain Zozim, professeur émérite à l'Université d'Evry. Je participe aux travaux de recherche d'une équipe en charge des nanodiamants pour la biologie moléculaire et je monte également des enseignements dans une unité d'enseignement libre. Comment avez-vous connu l'Open Access? En suivant un colloque organisé à l'Université d'Evry en 2013, intitulé Sciences, technologies et culture de la paix, dans laquelle une session était réservée à la diffusion et à la rétention des connaissances. Dans cette partie du colloque, plusieurs intervenants ont parlé de l'accès au savoir, de la maîtrise sociale des savoirs, dans différents domaines des savoirs. Que pensez-vous de la situation actuelle de l'édition scientifique et de l'accès au savoir de façon plus générale? L'édition scientifique et l'accès au savoir, d'ailleurs de façon générale, me paraissent très concentrés entre les mains de certains éditeurs en nombre limité, Elsevier, Springer, etc., qui concentrent l'information et finalement la commercialisation de ces connaissances et de l'information. Il faut dire que le numérique a favorisé cet comportement de concentration de l'information et des connaissances chez ces éditeurs qui en profitent largement. Dans le cadre de votre pratique quotidienne, est-il important de pouvoir accéder à des ressources en open access? Oui, bien sûr, ça facilite beaucoup l'accès à de l'information qui sinon se retrouve réservée à un certain nombre de publications ou de revues, précisément maîtrisées par ces sociétés, ces éditeurs dont je parlais à l'instant. Et un certain nombre d'auteurs également se trouvent méconnus de par cette concentration. L'accès libre me permet, dans les différentes interventions que je fais, que ce soit en formation, que ce soit dans des conférences, me permet d'avoir accès à des auteurs, sinon méconnus, et à des publications qui, sinon, se retrouvent à la marge et auxquelles on a assez peu accès. Quel rôle doivent jouer les établissements par rapport au libre accès? Alors, très important. Nous avons d'ailleurs à l'Université d'Evry un excellent exemple avec le directeur du service de documentation qui précisément déploie beaucoup d'énergie et d'efforts avec le consortium Couperin pour aller dans cette direction de l'accès libre à la documentation. Et je dois dire que je dois ici le remercier pour ce travail qu'il fait dans ce sens. Que diriez-vous aux chercheurs qui hésitent à publier en open access? Eh bien que s'ils voulaient bien accéder à open access, d'abord eux-mêmes faciliteraient la diffusion de leurs recherches, eux-mêmes seraient mieux connus parce que leur identité serait mieux répandue dans la communauté scientifique mondiale qu'elle ne l'est actuellement, encore une fois pour la même raison, quand les auteurs et les publications sont concentrés sur un petit nombre de revues et d'éditeurs, eh bien, il y a forcément une grosse partie de la communauté qui échappe à cette diffusion. Alors, il y a l'open access éditorial. Quelles sont les autres dimensions de l'open access? Oui, alors effectivement, si je me réfère à nouveau à ce colloque de 2013, nous avions traité avec Didier Courteau, qui est professeur associé dans notre université, de la question des logiciels libres. C'est encore un grand domaine très important. Vous savez qu'actuellement, la diffusion des logiciels est concentrée, là encore, chez un petit nombre de fabricants de logiciels, par exemple Microsoft, et qui ne publient pas ces codes. C'est donc une information, c'est donc un contenu de savoir qui est sous forme de logiciel propriétaire, qui n'est donc pas accessible à la communauté des chercheurs et à la communauté internationale. Il y a bien sûr des réponses, parce qu'il y a toutes ces questions de concentration de l'information, de non-diffusion de l'information. Les chercheurs, la communauté, de façon générale, s'est révoltée, et depuis une vingtaine d'années, des mouvements se sont produits et les gens se sont organisés. Par exemple, la réponse a été la réponse Linux dans le domaine de l'informatique et GNU, qui permet maintenant un développement collectif et mondial, je dirais, de logiciels où les codes ne sont plus secrets, ils sont accessibles à tout le monde et chacun peut, dans cette communauté, participer au développement de ces produits. Vous avez parlé au début de cet entretien du colloque Sciences, technologies et culture de la paix.
Pouvez-vous nous expliquer le lien entre l'open access et la culture de la paix? L'open access, en fait, est une question sociétale. Ce n'est pas qu'une question technique, c'est une question éthique, c'est une question culturelle, c'est une question politique. Il s'agit de démocratiser l'accès à la connaissance, de la mettre à disposition de tous et de faire participer chacun à cette connaissance et intervenir d'ailleurs sur cette connaissance. Je ne vois pas cette question-là uniquement sur le plan national, je la vois sur le plan mondial. Je pense que pour les pays en voie de développement, c'est la seule façon qu'ils ont, effectivement, de pouvoir avoir accès à ces savoirs et à ces connaissances, parce que les coûts, sinon, des éditeurs dont on a parlé tout à l'heure, ou des producteurs de logiciels, sont rédhibitoires pour les moyens de ces pays-là. Merci beaucoup. Je vous en prie.